on this computer. Là, on peut choisir sur le computer ou sur le cloud. D'accord, donc c'est parti. Hop, marche. On nous voit. Donc bonjour tout le monde. C'est le premier Teich de l'année que Sacha Pivetov a accepté de faire, ce qui est très bien pour la rentrée. Olga a déjà pas mal rempli le planning, mais n'hésitez pas, on a déjà essayé de faire quelques permutations. Il y a pas mal de locaux qui doivent parler, dont on peut éventuellement bouger les exposés. Donc si vous voulez faire des exposés, si vous avez des invités, on peut bouger un peu les choses. Un étudiant de Maxime Wolf à qui je parle. Ah ben voilà, bon bah écoute, dis-nous, c'est qui? Je sais plus comment il s'appelle, mais il n'est pas dans notre liste déjà. Non, il est pas à Marseille. Avant de commencer, peut-être qu'il y a des nouveaux qu'il faut présenter. Je ne sais pas si tout le monde connaît Jean Rimbaud, qui est le remplaçant d'Arnaud Hillion, ou l'échange d'Arnaud Hillion, voilà, là-bas, qui est arrivé, qui est là, qui est bien. Il y a, je vous dis ce que je connais, puis ce que je ne connais pas, vous vous débrouillez. Il y a Magali Jay, qui est la nouvelle doctorante de Pascal, c'est ça? C'est Pascal et Olga. De Pascal et Olga. Il y a Ilya Galanov, qui est le docteur de Thomas Fernic, et qui est à terre ou qui sera à terre ici à partir d'octobre. Je n'ai pas présenté, les autres, vous étiez déjà là en partie l'année dernière. Il y en a d'autres que tu ne connais pas, Pascal, ou tu connais tout le monde, toi? Ah, et alors, est-ce que, bien sûr, alors je suis désolé. Et alors, je ne connais pas ton nom, voilà, ça c'est de les présentations super. Qui est l'invité de Nicolas et qui arrive de Bobo Dioulasso et qui est là pour 15 jours. Ça? Pas très longtemps. Donc, il fait un exposé au séminaire Ernest mardi. Voilà. Donc, on n'a pas fait de place ici, mais il y a un exposé au séminaire Ernest. C'est bon, tout le monde se sent présenté, ça va? Si vous connaissez, vous vous débrouillez après. Sacha, c'est à toi. Je te laisse la place, la parole et je reste avec le chat. Si vous avez des questions à poser, je peux les lire. Vas-y. Je ne t'ai pas annoncé, mais donc excuse-moi. Donc Sacha Pivetov va nous parler de processus déterminantaux et de mesures de palme. Excuse-moi. Ad primum ergo dicendum quod principia cuius liber scienzae vel sunt nota per se velt reducuntur ad notitiam superiores scienzae, dit saint Thomas d'Aquino, et nous allons commencer par l'exemple explicite des zéros des fonctions gaussiennes aléatoires. Donc on a besoin de la traduction de saint Thomas d'Aquin. Je commence en disant que les principes de quelconque science ou sont connus en soi ou peuvent être réduits au principe d'une science supérieure. Donc tu vas très certainement le lycée. Non, au niveau latiniste. Donc, je prends le plan de Lobachevsky que je considère comme le disque de Poincaré et je prends une série aux coefficients aléatoires, qui sont des gaussiens complexes indépendants. Complexe, il n'y a pas d'accent. Bon. Donc, ils sont des gaussiens complexes indépendants. Donc, c'est-à-dire que la distribution, la densité de la distribution, c'est une variable aléatoire complexe, donc distribution de AN à densité, ensuite
on vérifie sans peine que le rayon de convergence de cette série est égal à 1. Donc, cette série définit une fonction aléatoire holomorphe dans le disque unitaire. Les zéros de cette fonction sont donc dedans. Et les zéros, ce qui n'est pas du tout évident par la définition, mais c'est vrai, les zéros sont la distribution des zéros, donc on prend l'ensemble des zéros, et on a l'ensemble des zéros X. La distribution des zéros est invariante par les isométries lobachevskiennes, ce qui n'est pas du tout évident par la définition, parce que la distribution de la fonction L ne l'est pas. Donc, ce processus, c'est donc une mesure sur l'espace des sous-ensembles du disque. Ces sous-ensembles n'accumulent qu'au bord, donc ce sont des sous-ensembles sans accumulation dans le plan de Lobachevsky, dans le disque ouvert. Cette mesure est un processus déterminantal. Ça, c'est un théorème de Pérez-Virag. Pérez-Virag de 2003. C'est le théorème qui dit que les fonctions... Donc, déjà, comment définir une mesure sur l'espace des sous-ensembles... Bonjour. Bonjour. Ouais, je te verrai après, t'inquiète pas. Sur l'espace des sous-ensembles du disque. Il faut le définir par les probabilités infinitésimales qu'il y a des particules, qu'il y a une particule dans un nombre de petits voisinages. Donc je prends un nombre de petits voisinages et là, la probabilité infinitésimale, de la présence d'une particule, d'une ou plus, mais comme les voisinages sont très petits, en effet, c'est très peu probable qu'il y ait plus d'une particule dans chacun des voisinages. Et donc, rho m Zn, Zm, m le nombre de voisinages. M, nombre de voisinages. Deux voisinages ou des voisinages? Deux voisinages. Ou, donc c'est ça le théorème de Pérez-Virag, rho m Z1 et le déterminant de K et K ZW et 1 sur pi carré, 1 moins ZW, 1 sur pi, pardon, ZW au carré, voilà. Donc c'est ça, le théorème de Pérez-Virag. Donc là, cette probabilité infinitésimale de la présence d'une particule dans chacun des voisinages s'appelle la fonction de corrélation. La fonction de corrélation. Corrélation. Oui, là, il y a un accent. Voilà. Et donc, qui est donné comme ça. Donc, ce qui va m'intéresser pour cet exposé, c'est les probabilités conditionnelles de cette mesure. Donc, je me prends
un ouvert co-compact dans le disque. Un ouvert co-compact dans le disque. Et je gèle, donc B. Et je gèle le complément. Le complément. Donc, je note B. Conditionnel X restreint à disque moins B. Ou je note comme ça, X. Disque moins B. Et la probabilité conditionnelle. Probabilité conditionnelle. Par rapport à la condition obtenue en fixant la configuration au complément. Donc là, je gèle tout ce qui est à l'extérieur de B et j'ai une mesure maintenant dans l'espace de configuration dans B, mais en effet, dans B, il y a juste un nombre fini de particules, fini mais quelconque. Fini mais quelconque. En effet, si l'on réfléchit, et il est en effet vrai, si je prends une fonction f de z comme cela et je multiplie par z, la distribution change, mais pas énormément. Donc, on a dans ce modèle, et contrairement à beaucoup d'autres modèles desquels j'ai parlé de nombreuses fois The Teich, on peut ici ajouter des particules. Ce qui n'est pas le cas pour les autres modèles. Donc, c'est particulier. Je vais l'énoncer très formellement. Donc, en effet, je commence par formuler le résultat principal de l'exposé, et après, je vais expliquer l'argument. Attends, qu'est-ce que ça veut dire fixer la configuration? Alors, ça, c'est une question que j'attendais. Parce que si tu fixes la position de chaque des particules à l'extérieur, c'est de mesure absolument nulle. C'est de mesure absolument nulle. Ça, j'attendais en effet. En effet, si je n'ai pas dit quelque chose, c'est parce que j'attends une question. Voilà. Donc, il faut s'il y a quelque chose, il faut poser la question. Coupons le disque en deux parties. B et le complément de B. Très bien. La configuration qui est dans son sous-ensemble de disques, elle aussi, elle est coupée dans deux parties. La restriction sur B et la restriction sur le complément de B. Prenons l'application d'oubli. L'application qui oublie ce qui est dans B. Donc, qui associe à la configuration sa restriction sur le complément. Le complément qui est infini. La mesure se décompose. C'est le théorème de Rocklin. La mesure se décompose. Quand tu as une application surjective, donc je fais un petit dessin. Je fais un petit dessin ici. Donc, j'ai configuration dans le complément, configuration dans B. Donc, je fixe, donc j'ai la mesure sur l'espace produit, qui n'est pas une mesure produit, mais je la mesure quand même. Donc, quand je fixe le poids, donc j'ai une application surjective de l'espace produit sur la première coordonnée. Donc, sur chaque fibre, j'ai une mesure conditionnelle. Et c'est ça que je considère. Est-ce que tu es convaincu? Vas-y, ça va. Non, mais ça, c'est absolument essentiel. Oui, mais c'est la mesure des fibres, tu décomposes. Donc, il y a le théorème de Fubini par rapport à la décomposition dans les fibres, mais sauf que la mesure dépend de la fibre. Voilà. Est-ce que c'est ça la mesure conditionnelle? Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que tu peux aussi dire que tu regardes l'attribut engendré par celles qui sont mesurables juste en restriction à D privé de B, et tu fais la projection sur, sur cette sous-tribu? Ça, c'est la projection, mais pas la mesure conditionnelle. Moi, je ne parle pas de la projection, je parle de la mesure conditionnelle, de fibre. Si ce que tu as dit, c'est la mesure de projection. Ça, c'est tout à fait juste ce que tu as dit. Mais pas pour la mesure conditionnelle. N'est-ce pas?
Bon, peu importe, ok. Non, ça importe tout à fait. Oui, oui, non, mais moi je. D'accord ou non? C'est pour aider les gens. Mais on n'aide pas les gens en disant des choses fausses. Donc, encore une fois, il y a la mesure de projection. Elle, oui, voilà. Non, mais il y a la mesure de projection. Il y a la mesure de projection. La mesure de projection voilà. qui se décrit d'ailleurs très directement parce qu'on voit que donc il y a, comme je dis, l'application de l'oubli. J'oublie une partie de l'espace de phase. Si j'oublie une partie de l'espace de phase, les probabilités infinitésimales, elles ne changent pas. Donc, l'application de restriction dont a parlé Pierre se décrit très simplement. Il faut prendre la même formule et la restreindre en sous-ensemble. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les fibres de cette application. Est-ce que je suis clair? Moi, j'ai une question beaucoup plus bête. J'ai peut-être mal entendu. Tu as dit que B était un ouvert co-compact? Tout à fait. Non, c'est D privé de B qui est un ouvert co-compact. Ça, D est compact. Pas l'inverse. B est compact, pardon. B est compact. J'ai écrit correctement, j'ai dit incorrectement, pardon. B a clôture compacte, pardon. Okay. B, merci. B est relativement compact, j'ai mal dit. Non, c'est bien écrit, mais en effet, j'ai pas bien dit. Et moi, je suis bon. D'autres questions? N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît. Si c'est pas clair maintenant, ça va pas être plus clair après. Bon. B était ouvert ou pas? B, finalement, on peut dire aussi, l'important que ce B soit la clôture de son intérieur. Ça, je comprends. Le bord, c'est sans importance. Tu peux considérer B comme la clôture, ça change rien. B est la clôture de son intérieur. Tu peux le considérer ouvert, mais dont la clôture est compacte. C'est ce que tu avais dit, hein, c'est un ouvert un ouvert qui est compactement contenu dans le disque. Oui, voilà, c'est exact. C'est écrit comme. Donc, je formule le résultat. Pour cela, il me faut encore une définition. De fonctionnelle multiplicative. Donc, j'ai en effet besoin d'une famille de fonctionnelles multiplicatives. J'en écris un seul, que je note psi 0 de x. C'est le produit de module de x. Donc, n'oublions pas que les x tendent vers le bord. Donc, c'est un produit qui a tout son sens. Donc, les termes du produit convergent vers 1. Donc, c'est un produit qui aurait pu converger, mais en effet, il ne converge pas. Il diverge. Donc, il faut le normaliser. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. J'ai mal commencé. Donc, j'écris psi 0. Le temps vers 0 se produit, c'est ça, si tu fais rien? Si je fais rien, oui, la convergence vers le bord est trop lente. Et voilà, Ça tend vers 0, mais c'est pas divergent. Nous, en Russie, on l'appelle les produits divergents quand même. Le produit... L'infini qui tend vers 0. Donc, pour l'infini, en fait, c'est la somme des logs. Donc, il me faut normaliser ce produit, et je peux le normaliser comme cela en ajoutant l'exposant de la somme de 1 moins. Donc cette somme, elle aussi est divergente, mais donc là je note par, le produit des deux est convergent. On peut demander comment est-ce que je définis ce produit plus formellement? Ben, évidemment, en prenant les limites des produits sur les boules croissantes. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un produit de Blaschke normalisé. C'est un produit de Blaschke normalisé. En fait, simplement le produit des x fois exponentielle de 1 moins x, non? Il n'y avait pas besoin de faire... Ah oui. Pardon. Oui. Il faut mettre une espérance. Oui. Je peux tout à fait écrire comme ça. Oui, pardon. Oui, absolument. Absolument. Parfait.
Donc, ça c'est une façon de le normaliser. Mais pour moi, je vais prendre une façon légèrement différente qui revient plus ou moins au même. Donc ça, en effet, je le note tilde. Je prends une façon plus ou moins pareille, mais un peu différente quand même. Donc, je note psi 0 ça c'est l'objet clé, psi 0 bar de x, et ce même produit divisé par son espérance. Encore une fois, ça se définit en passage à la limite, mais ça se définit tout à fait. Ça se définit tout à fait, et donc c'est par définition une fonction d'intégrale en. Et par l'action de l'isométrie lobachevskienne, je définis également les mêmes produits pour chaque Q. Donc ce seront évidemment les produits de Black. Si Q c'est le même produit de Blaschke. Oui, j'ai besoin de ça au carré, en effet, mais ça change strictement rien. Au carré, comme ça, la notation va être la plus simple. Donc, normalisé. Donc voilà les objets clés qui vont intervenir dans les fonctions, dans les définitions des mesures continues. Et donc là, je suis prêt à annoncer le résultat principal de la proposition, que celle-ci est donnée. Donc cette probabilité est égale à donc c'est une probabilité, c'est une mesure de probabilité sur des m tuples de points pour m arbitraires. Donc sa densité en Q1, Qm, c'est juste une densité, est égale à, ça c'est une densité, attention, c'est pas une fonction de corrélation, c'est une densité. Une densité est égale à une fonction, une constante de renormalisation qui ne dépend pas de m, fois déterminant de 1 moins QJ. Fois le produit psi QI bar du complément de ce même x dans le complément restant. Donc on voit que déjà la mesure est déterminantale. En effet, je vais écrire cette formule comme ça pour les densités. C'est même plus fort qu'avoir cette écriture pour les fonctions de corrélation. Je vais évoquer ce point tout de suite, approfondir ce point tout de suite. Pourquoi c'est déterminantal? Parce qu'il y a quand même la partie produit des psi de même. Oui, mais tu peux toujours les mettre dedans le déterminant. Tu peux toujours les mettre dans le déterminant. Là, la produit multiplicative, elle est, comment dire, elle ne pose pas de problème. Oui, bien sûr. Elle ne pose pas de problème. Donc, par contre, donc là, c'est IJ de 1. Et c'est ça le résultat principal. Donc, je signale que M est arbitraire. M est arbitraire. M est arbitraire. Donc, c'est une description absolument explicite. Les particules interagissent deux par deux. Donc, c'est ce noyau d'interaction deux par deux. Il y a ensuite le déterminant. Et bien, il y a le produit, qui détermine l'interaction avec l'extérieur. Donc, les particules de l'intérieur avec l'extérieur interagissent aussi deux par deux. Donc, toute interaction est deux par deux. C'est cela qui est très important.
Bon, voilà l'énoncé. Maintenant, comment je vais démontrer ce théorème? Donc, justement, je passe aux parties 2 de l'exposé. Donc, je vais tout effacer. S'il y a des questions ici, posez-les, s'il vous plaît. Le nombre M, il est aléatoire aussi. Parfaitement. Et, la distribution, elle est connue. La distribution, elle est connue. Oui, ça c'est une excellente question. La distribution, elle est connue d'une façon un peu, si je peux le dire, peu explicite. Dans le cas, la distribution peut être, non, je le dis mal, explicite, mais un peu convolue, on peut dire convolue, complexe, compliqué. Donc, dans le cas où B est en disque centré dans 0, la distribution de nombre de particules en moyenne peut être donnée très explicitement. C'est-à-dire, si je prends le disque, donc si je prends justement la distribution projetée, donc pas conditionnelle mais projetée. Hein? Si je prends la distribution projetée, donc c'est-à-dire j'oublie la configuration dans le complément d'un disque et je considère juste le nombre de particules dans un disque. Donc là, ce nombre de sans penser à l'extérieur. Donc là, et dans le cas de B lui-même en disque, ou même en anneau, mais enfin en sous-domaine avec symétrie radiale, le nombre de particules est la somme des variables aléatoires indépendantes qui sont les variables gamma coupées. C'est un calcul très explicite. Voilà, donc il y a des formules explicites, mais en particulier, le nombre de particules décroît, la probabilité d'un grand nombre de particules décroît très vite. Très vite. Donc, effectivement, d'ailleurs, il est tout à fait normal que les zéros d'une fonction aléatoire, comme aussi les zéros les valeurs propres d'une matrice aléatoire, les zéros d'une fonction aléatoire, les zéros ne s'aiment pas. Les zéros se repellent. Se repoussent. Les zéros se repoussent. Donc, du coup, c'est peu probable, c'est très peu probable, c'est sous-gaussien, et en effet, il y a même un logarithme en trop, en plus, c'est très peu probable d'avoir beaucoup de zéros. Ça décroît très vite. Cela, encore une fois, ce sont des formules explicites. S'il n'y a pas, si on n'a rien fixé, si on a fixé, je ne sais pas de formule explicite. Je pense on peut argumenter que si on a fixé M loin, alors c'est proche de... le conditionnel est proche de l'intégrale, mais je n'ai pas de formule. Tu as dit que c'était invariant par les isométries. Tout à fait, ça c'est sûr. C'est tout à fait invariant par les Les boules au centre. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Oui, bien évidemment. Oui, bien sûr. Si je prends en disque lobachevskien avec un autre centre lobachevskien, ça revient au même. Donc je parle de la symétrie radiale pour commodité. Bien sûr. Oui. Vous êtes en train de dire que les zéros sont des points isolés? Oui, bien sûr. Absolument, c'est exact. Une probabilité une probabilité à 1 qu'il soit isolé. Presque sûrement. D'accord. Oui, comme ce sont des zéros d'une fonction analytique, en fonction de la mort. Oui. D'accord. Oui, mais ils sont tout à fait isolés, mais ils peuvent arbitrairement se rapprocher. Donc il n'est pas... Donc, ça c'est une excellente question, et je réponds avec un peu de détail. Donc, il y a toujours une probabilité positive qu'il y ait, donc ça se voit de la formule notamment, de cette formule-là, qui est donc la densité est positive, il y a toujours une probabilité positive qu'il y ait des zéros arbitrairement proches. Or, comme l'action du groupe des isométries lobachevskiennes est ergodique, ça se démontre parce que l'attribut asymptotique est trivial de ces processus, donc ce sont des processus qui satisfont à la loi 0,1 de Kolmogorov. Il y aura dans presque toute réalisation, il y aura quelque part un endroit où il y a 1 milliard de particules très proches. Sauf que ces endroits seront très épars. Donc, le sous-ensemble considéré dans sa totalité n'est pas séparé
sur le plan de Lobachevsky. Il n'est pas séparé. L'infimum de la distance lobachevskienne entre les points est 0. Et même si je dis, mais peut-être ce sont seulement le couple de points et les 3 points. Non. 33 points. Non. Il y a des petits nuages d'un nombre arbitraire de points qui sont très très proches. Mais ces petits nuages sont très peu probables. Est-ce que j'ai répondu aux questions? D'autres questions? Après, c'est la preuve, hein, donc. Après, je passe à la démonstration. Je peux? Oui. Oui, allez, on y va. Donc, et là, justement, je dois commencer par la théorie de Palm. Par la théorie de Palm. Qui d'ailleurs, Konrad Palm n'était pas du tout un mathématicien, c'était un ingénieur d'Ericsson à Stockholm, donc qui travaillait dans la téléphonie, la théorie de Palm. Donc la théorie de Palm a en effet été développée par Khinchin, la théorie mathématique. Donc, la mesure de Palm pour un processus ponctuel quelconque. Donc, là, pour un certain temps, je vais parler des notions un peu générales. Pourquoi? J'explique. Pourquoi? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de décrire ces mesures conditionnelles par Bayes. Donc, les mesures conditionnelles en conditionnant sur un co-compact, donc là, le complément est co-compact, D moins B est co-compact. En conditionnant sur co-compact les mesures conditionnelles sur la partie compacte, au lieu de cela, je vais prendre l'inverse. Je vais conditionner sur la partie compacte et décrire le co-compact. Et c'est ça exactement ce que sont les mesures de Palm. Donc, je passe aux énoncés formels et je vais être un peu formel, peut-être jusqu'à trop ici, parce que j'ai besoin de quelques propriétés de mesures moins immédiates des mesures de Palm. Donc, informellement, la mesure de Palm, c'est la mesure conditionnelle face à la condition, par rapport à la condition qu'il y a une particule dans un site donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, à la station téléphonique, c'est le temps d'attente du prochain appel, étant donné qu'un appel a lieu maintenant. Il y a maintenant quelqu'un qui appelle. Donc l'opérateur doit faire des choses, ça se faisait à la main à l'époque, mais il veut savoir combien de temps il a avant qu'arrive le prochain appel. Donc, il faut de l'effort pour formaliser cette notion, parce que ce n'est pas une mesure conditionnelle sur l'espace de configuration, parce que les particules d'une configuration, cela se voit très clairement, en effet, dans les exemples bidimensionnels, les particules d'une configuration, comme les zéros d'une fonction, ne sont pas numérotées. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une particule dans un tel endroit. Ce n'est pas un événement dans l'espace de configuration. On peut pas, on peut dire, il n'y a pas de tribu, si vous voulez, dans l'espace de configuration. Il n'y a pas de tribu dans l'espace de configuration tel que ce soit une espérance conditionnelle par rapport à cette tribu. Donc, Khinchin, en effet, le formalisme de Khinchin opérait par passage de la limite. Donc, il disait il y a une particule dans un petit voisinage, et après, le voisinage est contraint. Mais là, il faut démontrer, et en effet, si on lit le monographe de Khinchin, qui est très bien écrit d'ailleurs, on voit que ça nécessite des efforts pour démontrer que ces mesures existent. Donc, il y a un formalisme alternatif de Campbell, en effet, c'est de Kahlenberg. Donc, Kahlenberg, la construction de Kahlenberg. La construction de Kahlenberg. De Kahlenberg à partir des mesures de Campbell. De mesures
de Campbell. Alors, Julien, 2 ou D? 2, c'est très bien. 2, c'est juste? Ça dépend s'il y en a un ultime tout ou pas. On va voir. On va voir. En tout ou pas les mesures introduites par Campbell? Définis-les et après on pourra te dire. D'accord, on va voir. Donc, la mesure de Campbell, elle est définie sur le produit. Donc, j'ai une mesure. Donc, je commence par un processus ponctuel P sur l'espace de configuration sur n'importe quel espace E. Donc, la mesure de Campbell, il y en aura beaucoup. Donc, CP R, c'est une mesure infinie sur E, R fois l'espace de configuration. L'espace des configurations, c'est les ensembles Sans point d'accumulation. sans point d'accumulation de... Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Et comme chacun de ces ensembles induit une mesure, la somme de delta dans les points, mesure de radon, qui est associée à un point fini en son ensemble compact, la topologie, par exemple, s'enduit de celle sur l'espace des mesures. Sinon, la topologie dans l'espace des mesures est toujours donnée par les ainsi dits nombres d'occupation. Donc, les variables qui définissent l'attribut, ce sont des nombres de particules dans un tel sous-ensemble. Donc, les ensembles mesurables sont engendrés par les ensembles de type suivant. J'ai 3 particules dans cette boule, 5 particules dans cette autre boule, 15 particules dans cette autre boule, dans cette autre boule. Okay. Donc, ces sous-ensembles-là engendrent l'attribut. Voilà. Or, la définition de la mesure de Campbell, c'est c'est la définition. Qu'est-ce que cela veut dire d'une façon plus informelle? Cela veut dire tout simplement, donc attention, ce n'est pas vrai, donc la formule n'est pas vraie si, attention, la formule est fausse et différente en général. Par exemple, je donne juste un exemple qui exact. Par exemple, c'est 2 P, B, D, Z et l'intégrale de nombre de particules moins 1. Pas le bon Z, ça, c'est le nombre. Je rappelle que ça, c'est X, pardon, ça c'est mal écrit. X. Pardon, j'ai mal écrit. Qu'est-ce que j'écris là? dp du X. X est une. Donc, ça, c'est la cardinalité de l'intersection. X et B, cardinalité d'intersection. D'intersection. Or, donc, qu'est-ce que cela veut dire plus concrètement? Cela veut dire que je prends
je prends la configuration et je marque R particules distinctes. Je marque R particules distinctes. C'est une mesure infinie. C'est une mesure infinie, mais si je la restreins en sous-ensemble de cette forme où B en BR sont bornés et Z est peut-être tout l'espace de configuration, c'est une mesure finie, que ce soit de la définition. Or, les mesures conditionnelles de la mesure de Campbell, la mesure conditionnelle, donc j'ai ici E, ici j'ai un point Q en QR, la mesure conditionnelle de la mesure de Campbell, c'est exactement la mesure de Palme. C'est ça la mesure de Palme. Il y a juste une petite nuance. Donc ça, c'est la mesure conditionnelle. Donc la mesure conditionnelle de la mesure de Campbell est la mesure de Palme. Et par définition, la mesure. La mesure. Il y a juste une toute petite nuance qui est très commode, une nuance pratique. Donc, ces particules Q en QR, qui sont là dans la définition de la mesure de Palme, je les enlève de la configuration. Donc la mesure de Palme, c'est la mesure conditionnelle par rapport à la condition, justement, que ces particules sont contenues dans la configuration. Donc, cette mesure, donc il y a ces particules qui sont là, et aussi il y a une mesure sur les autres, sur le reste. Mais les commodes, c'est tout simplement une commodité de convention, il est commode d'enlever ces particules-là. Donc, je dis une mesure de Palme. Mesure de Palme, donc les Q en QM sont enlevés. Et donc c'est une. Sont enlevés. Donc il s'agit d'une mesure de Palme, on dit aussi réduite. Mais on ne va pas considérer d'autres. Très bien. Donc maintenant, il me faut deux énoncés de caractère général par rapport aux mesures de Palme. Sacha, excuse-moi, je suis un peu... La mesure de Palme, c'est une mesure sur l'espace des configurations. Tout à fait. Exactement. On va fixer les Q1, Q1. Et la probabilité, la mesure dont est partie, la P, elle a disparu maintenant. Répète, pardon. La mesure dont est partie, là, ta mesure P sur... Si, elle est là. D'accord, mais c'est plus... Donc elle aussi, c'est une mesure sur l'espace des configurations. Tout à fait, comme la mesure de Palme. Tu ne dois plus t'en servir. Enfin... Si, absolument si. La mesure de Palme dépend de ce P. Bien évidemment, bien sûr. Oui, parce que la mesure de Campbell est associée à P. Parfaitement. Alors, en effet, ce qui va m'intéresser très fortement, c'est les dérivés de Radon-Nicodim de la mesure de Palme par rapport à la mesure elle-même. Donc, justement, pour faire ce programme de bayésien. Et donc, il me faut juste deux énoncés de caractère général. Deux énoncés de caractère général. Premier énoncé. Donc, deux lettres. Donc, première lemme abstrait, c'est que... Donc, je vais m'intéresser aux densités de Radon-Nicodim à l'équivalence et à la non-équivalence des mesures de Palme. Donc, première énoncé, c'est que la mesure de Palme... Donc, pour simplifier la notation, je vais écrire Q vecteur, c'est Q en QM. P vecteur, c'est P en PL.
R vecteur, c'est R en RS. Voilà. Donc, je dis que Q R par rapport à dp P R Y, Y c'est une configuration, ça c'est une densité de radon-Nicosie, est égal à dp dpq dp p par rapport à la configuration RY. Donc j'écris les vecteurs, mais en effet ce ne sont pas les vecteurs. Et l'ordre n'a pas de rôle, ne joue pas de rôle, c'est juste écrit comme ça pour commodité. J'écris ici ρ m plus s R. Ça c'est la fonction de corrélation. Et là, ρ L plus S PR. Et là, ρ M U. ρ L P. Ça, c'est le premier petit lemme général qui me dit que prendre plus de conditions. Voilà. Ce qui dit est écrit. Rho, c'est le déterminant de tout à l'heure. Non, ça c'est parfaitement abstrait. Donc ρ, c'est une. Donc je suppose toujours que les mesures de corrélation sont, que je définis dans le cadre général sont définies et qu'il y a une mesure sous-jacente par rapport à laquelle elles ont les densités, par rapport aux puissances de laquelle elles ont les densités. Donc ça c'est toujours supposé. Donc ça, ce sont les densités. Donc il y a toujours une mesure sous-jacente, comme la mesure de Lebesgue dans cet exemple-là. Voilà, et je suppose que ces densités sont définies. Je suppose que ces densités sont définies. Juste une question. Je m'entendais à une... Oui, question? Tu as dit que la mesure de Palme, c'était les mesures conditionnelles de la mesure de Campbell. Juste un peu plus fort, Pierre, j'entends rien. D'accord. La m-ième mesure de Palme, oui. Tu l'obtiens en désintégrant la mesure de Campbell. Tout à fait. Par rapport à la m-ième mesure de corrélation. Par rapport au... C'est exact, c'est exact. Voilà. Oui, parce que c'est absolument exact. Mais quand tu dis par rapport, le par rapport est toujours défini automatiquement. Parce que tu désintègres toujours une mesure par rapport à sa projection. Et effectivement, on voit en regardant cette formule que la projection sur ça, ce sera la R-ième mesure de corrélation. Tout à fait, parfaitement. C'est exact. Merci. C'était ça la question? Oui. C'est bon? C'est bon? Oui. Je m'entendais à une autre question. Il me disait, mais... Et il faut que tes dérivées de radon-Nicosie existent, et ça, tu supposes qu'elles existent. Toi. Comment, pardon? Tu supposes que les dérivées de radon-Nicosie existent? Oui, non, mais oui. Mais et qu'elles existent, si existe l'une, alors existe l'autre, comme d'habitude. Non, c'est pas la question à laquelle je m'entendais. J'entendais la question, mais si je change la mesure de base, si je change la mesure la mesure de départ, ces densités changeront. Alors, observons. Ces densités, bien sûr, changeront. Mais le rapport double de ces quantités-là ne changera pas. Parce que, imaginons que je change la mesure de base. Donc, la densité se changera par un produit de quelque chose, donc de la nouvelle, le long de Q. Aussi le long de R, le long de P et le long de R. Donc, le long de R, ça s'annule ici, et le long de Q de P, ça s'annule ici. Donc, c'est important que les densités sont prises par rapport à la mesure produit. Voilà, donc ça c'est le premier lemme abstrait. Et le deuxième lemme abstrait, c'est que c'est un peu le même genre, et la démonstration est très similaire, donc ça c'était le premier. Le deuxième, c'est que si je prends le conditionnement
si je prends le conditionnement, donc les mesures de palme et le conditionnement. Donc, si je prends les mesures de palme et le conditionnement, donc j'ai les mesures de palme et j'ai le conditionnement par rapport au sous-ensemble C. Donc, je dis que les mesures de palme, les dérivés de radon-nicodime, des mesures de palme conditionnées c'est la même chose. Donc ici, j'ai les densités, les densités des mesures, les fonctions de corrélation des mesures conditionnées. C'est la même chose. C'est la même chose que l'expression non conditionnée. Évidemment, comme dans le dessin, le palme et les PQ sont le conditionnement est disjoint de l'endroit où on prend les palmes. PQ ne s'intersectent pas avec C. Donc le conditionnement commute. Il faut ajouter ces facteurs des fonctions de corrélation, les facteurs des mesures de Campbell. Si vous voulez, les fonctions de corrélation commutent avec le conditionnement. Bon, il me reste 5 minutes et donc il y a deux choses à dire. Donc, une chose, c'est la démonstration des lemmes abstraits et autre chose, c'est la dérivation du résultat principal des lemmes abstraits. Donc, dans quel ordre est-ce que je le fais? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je fais en premier, je fais avec un peu plus de détails. Ce que je fais après, je fais avec un peu moins de détails. D'abord la dérivation. D'abord là? D'abord ta proposition à partir de tes lemmes. D'abord la dérivation. Est-ce que ça fait consentiment en général? D'accord. Donc, je fais la dérivation. Très bien. Donc, déjà, on voit, donc, je veux laisser l'énoncé, donc j'efface les définitions de mesures de palme, j'espère que c'est clair, je laisse les lemmes. Les définitions, c'est clair, je pense, oui. Je peux effacer les définitions de mesures de palme, oui. Donc, alors, déjà, le premier pas, c'est de dire que, ça c'est un théorème qu'on a démontré avec Yan Shishiu. Le premier pas, c'est l'équivalence. Donc, l'équivalence de la mesure de palme à la mesure de départ était connue. Mais c'était le travail de Holroyd-Su. Mais la dérivée n'était pas connue, elle. La dérivée n'était pas connue, elle. Donc, Holroyd-Su avait démontré que la mesure de palme, donc je reviens à mon processus initial, au zéro de la fonction aléatoire gaussienne. Donc, Holroyd-Su, il avait démontré que la mesure de palme est équivalente à la mesure de départ. Par contre, en collaboration avec Chiu, nous avons démontré que la dérivée de radon-nicodime, c'est exactement le produit multiplicatif que j'avais défini. C'est le produit de Blasch qui est renormalisé, que j'avais dit. Or, c'est abstraitement, on sait que donc la densité de la mesure conditionnelle de Pat-Bayes, la densité de la mesure conditionnelle
Donc, en QM est égal à la densité des mesures de Palme. X restreint dp. Et ici, il faut que je mette rho m. Après, c'est censé être évident parce que là, je suis complètement perdu. Une seconde. Cela est... Cela est un corollaire de ceci. Cela, oui, sans problème. Je dois juste écrire pour M conditionnel. M conditionnel. Voilà, donc là, la formule est exacte. C'est un corollaire de ceci dans le cas où P est vide et Q c'est Q. Q c'est Q, voilà, c'est ça. Maintenant, j'utilise le lemme 1. Maintenant, j'utilise le lemme 1 pour écrire que dp sur dp. Je note cette restriction, je le note y. Y avec les rho mq est égal à quoi? Je mets dpq1 sur dp q2 qm q avec rho en cœur. Rho en q2 dp Q2 Q3 Y, etc. dp QM dp Y avec toujours l'erreur M, mais observez s'il vous plaît que là le rho M qui est un déterminant compliqué c'est remplacé par le produit des rho. Lui voilà rho M, il s'est remplacé par le produit des rho. Remplacé par le produit des rho. Or, maintenant, il m'est très simple de conclure en regardant cette formule avec la formule explicite. Et en notant que de toute manière, j'écris juste une petite formule ici, si P, par sa définition même, de Qx est égal à produit de Blasch, qui est P moins Q en monté par Q au carré, si P x, donc ajoutant une particule, enlevant une particule, revient à ajouter un facteur de Blaschke. En regardant cela, je vois que la densité, parce que c'est là la densité qu'il me faut. C'est là la densité. Ça, c'est exactement la densité qu'il me faut. Ça, c'est exactement la densité. Ça, c'est la densité. La densité de la mesure conditionnelle. Donc, densité de la mesure conditionnelle. Donc, ça, le terme à gauche, donc exactement cela. Cela
qui est cela est égal à cela, donc ce qui est, justement, en enlevant ces produits-là, en enlevant ces particules-là, j'ai le produit de QI, QJ en moins QI, QJ au carré, par le produit des facteurs multiplicatifs. Donc Q de X. Donc justement, de Y. De Y qui est le X reste. Et il suffit donc de démontrer, il suffit donc d'observer que ce produit est égal à ce déterminant, ce qui s'appelle la formule de Cauchy. Ce produit est égal à ce déterminant. C'est ça qui, si vous voulez, c'est ça qui fait voir que tous les, comment dire, tous les bouts se rencontrent. Parce qu'à la fin, je dois avoir un déterminant. Ce que j'ai en produit, c'est très spécifique au modèle. Ce que ce modèle est une structure produit est très spécifique à ce modèle spécifique. Par contre, le fait que je dois avoir déterminant, ça c'est en fait très général. C'est ce qu'on a démontré en très grande généralité en collaboration avec Xu et Chamov. Donc ça c'est un fait complètement général. Chamov qui va d'ailleurs bientôt venir à Marseille si les autorités françaises... enfin bref, on espère qu'il va bientôt venir. Le déterminant, il doit être là. Ça, c'est un théorème abstrait qui a lieu toujours. Par contre, le produit, lui, ça, c'est concret. Ça sort de problèmes concrets. Et donc, le produit doit être le déterminant, mais en effet, il l'est. Donc, le produit, c'est le déterminant de Cauchy. Et j'aimerais clore sur un problème ouvert. Le fait que les mesures de Palm soient équivalentes, donc le fait de départ, le théorème en collaboration avec Xu, dans la version de Hall-Rutsu, donc sans forme explicite de la... Donc, observez la différence entre le théorème de Hall-Rutsu et le théorème en collaboration avec Xu. Là, on dit juste que les mesures sont équivalentes, et là, on dit que les mesures sont équivalentes avec une telle dérivée de Radon-Nikodym. Or, le fait que les mesures sont équivalentes, dans un article d'il y a quelques années avec Shilei Fan et Yan Shishu, on a démontré que c'est très général. C'est vrai sur le disque, sur le bidisque, sur le tridisque, sur n'importe quel domaine, sur l'anneau par exemple. Même sur l'anneau, on ne sait pas calculer la dérivée. C'est vrai sur n'importe quel domaine qui admet des fonctions holomorphes bornées. N'importe quel domaine, donc sur le plan, c'est pas vrai. Sur n'importe quel domaine qui admet des fonctions holomorphes bornées. On a cette équivalence de la mesure de Palm par rapport à la mesure de départ. Mais on n'a pas la forme explicite de Radon, de la dérivée de Radon-Nikodym, et donc on ne peut pas employer ce formalisme, pour le moment, donc c'est ça le problème ouvert. Ce serait, je pense, très intéressant d'avoir une formule explicite des dérivées de Radon-Nikodym sur le bidisque ou sur l'anneau. Merci beaucoup. Merci Sacha. Est-ce qu'il y a encore des questions, à part celles qu'on a déjà posées? C'est parce que tu as été légèrement trop long, alors on a trop faim. On n'a plus l'habitude de tenir, c'est la rentrée. J'ai une question quand même. Vas-y, Pépé. Plus fort, plus fort. Tu as dit que ta proposition, elle impliquait que ça soit un processus déterminantal. C'est un L ensemble, en fait. Ça, c'est pas... oui, ça s'ensuit pas du formalisme général. Au moins, je ne vois pas comment cela s'ensuit. D'accord. Non, ça c'est concret. Ça, cela, je le vois dans un modèle concret. Ça, je n'ai pas de... En effet, c'est ce que j'ai promis et je n'ai pas fait. En effet, le fait que les densités soient des déterminants, c'est légèrement plus fort que le fait que les fonctions de corrélation soient les déterminants. Mais ça, ce sont des subtilités que je vais peut-être laisser à côté pour aujourd'hui. Mais par contre, effectivement, cette propriété plus forte, ça sort des calculs concrets. Ce n'est pas une proposition abstraite. Voilà, mais la proposition abstraite, c'est si les densités,
Voilà, si les densités ont cette forme déterminantale, alors on a un processus déterminantal. Non, ça c'est sûr, mais l'inverse n'est pas vrai. Ok, Mais le théorème abstrait, c'est que le processus est déterminantal. ok. C'est pas que les densités ont forme déterminantale. C'est... Oui. Voilà. Quelle était la question, Pascal? J'ai pas compris. La même chose, qu'est-ce qui vient de l'exemple particulier et qu'est-ce qui... Alors, le fait qui est général, que c'est un processus déterminantal. À la fin, je dois avoir le processus déterminantal. Donc, les fonctions de corrélation sont déterminantes. C'est légèrement plus faible que ce que les densités sont les déterminantes. Je fais des contre-exemples. Pas clair. Attends, si. Prends par exemple, j'improvise un petit peu, prends par exemple une partie. Non, peut-être je n'improvise pas. Je réfléchis avant de. Je réfléchis avant de. Je pense que. Comment dire, je retire cela comme énoncé formel, je le retiens comme un énoncé informel. Donc, je n'ai pas de contre-exemple tout de suite. On remercie Sacha. J'ai rien organisé pour le déjeuner. Hier au Crous, c'était la foule. Et moi, je file à Saint-Jérôme. Je vous laisse vous débrouiller avec vos estomacs. Voilà, ça se tente. On tente. C'est la semaine dernière. Si on ne loge pas, et ben. Mais sans toi, Thierry, On a déjà sur le je ne vais pas pouvoir avaler. Exactement, mais je dois être dans pas très longtemps. Le SP, c'est ça? Je vais à l'ESP. Ah, alors là, je...